Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien et que le PowerPoint est mis en place. Si c'est le cas, signalez, c'est parfait. Eh bien écoutez, je suis ravi ce soir de vous faire ce webinaire sur les intolérances alimentaires. Vous êtes déjà nombreux, malheureusement d'autres ne sont pas encore arrivés, mais accrochez-vous ce soir parce que ça risque d'être un petit peu long, on peut pas faire ça en une demi-heure, il y en aura minimum pour plus d'une heure et j'attends vos questions parce que le sujet est d'une importance capitale. Comme ça, en apparence, on dirait les intolérances alimentaires, oui, il y a des tas de livres là-dessus, Marion Kaplan parle sans lait, sans gluten, d'autres ont fait beaucoup de livres sur la cuisine sans lait, sans gluten, etc., sans blé. Mais vous allez voir que le sujet est bien plus compliqué, pas compliqué dans la démarche, parce que vous allez voir que finalement, avec quelques éléments simple, qu'il suffit d'avoir les informations nécessaires, vous allez pouvoir faire des choses incroyables et vous allez changer la vie des gens. Alors quand je vois toutes... Vous savez, ça fait très longtemps que je suis dans la nutrition et je n'arrivais pas à trouver une alimentation idéale parce que chacun avait son programme, etc. Alors vous savez, qu'est-ce que je dois manger ? Vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait? Oui, je fais végétarien, mais moi je mange bio. Chacun a sa petite idée et comme je vous disais, c'était pas évident de trouver des solutions pour la nourriture. Alors moi j'ai opté depuis toujours sur l'alimentation bio. Bon, vous voyez que la photo c'est ce que l'on nous préconise le plus aujourd'hui partout, le fast-food et nous envahit. Mais bon, même en mangeant bio, vous allez voir que on va trouver des personnes qui vont avoir des problèmes de santé. Et toute ma vie professionnelle de thérapeute, j'ai entendu: mais monsieur Serge, je mange bien, regardez, je mange bio, je mange pas de ci, pas de ça, et je suis malade, je suis tombé malade. Alors on va voir comment je suis malade et je sais pas pourquoi. Et pourtant, tous les jours, il n'y a pas d'image, mais j'espère que vous voyez tous les images. Normalement, il y a les images, je les vois. Donc, si vous voulez, le problème, c'est que quand on parle d'intolérance alimentaire, il ne faut pas faire un examen, comme je le vois trop faire, pour faire des économies de bout de chandelle, de 50 aliments. Le test que je fais faire, c'est un test que je fais faire sur 232 aliments. Et puis, la plupart des gens disent: oh, mais j'ai fait les intolérances alimentaires, c'est simple, je mets de côté ces aliments et puis je vais guérir. Pas du tout. Et c'est là ce soir que la conférence va aller beaucoup plus loin, parce qu'on parle toujours des intolérances alimentaires, mais derrière les intolérances alimentaires, c'est pour ça que j'ai mis un iceberg, il se cache la dysbiose, la candidose. Il faut savoir que pratiquement une personne sur deux minimum est atteinte de candidose et de dysbiose intestinale. Alors, oui, alors on va dire: ah oui, mais on va prendre un peu de probiotiques, un peu de cire, un peu d'argile, un peu de... Non, c'est quelque chose de très sérieux et vous verrez qu'il faut travailler, se traiter sérieusement pour avoir des résultats. Parce que le problème ultime, c'est que on étudiera ce soir, je l'ai mis en anglais pour que vous ayez l'habitude, le Leaky Gut Syndrome, c'est l'hyperperméabilité intestinale qui va engendrer des tas de problèmes et des problèmes incroyables. Alors, si vous voulez, les intolérances alimentaires vont se combiner avec de la dysbiose, avec de la candidose, avec la perméabilité.
et on va trouver quoi? De l'inflammation, des maladies dégénératives, des maladies chroniques, des maladies de civilisation. Donc, si vous voulez, c'est un sujet très important. Alors, vous allez me dire, d'abord, est-ce que les intolérances alimentaires, c'est reconnu médicalement? C'est reconnu scientifiquement. Médicalement parlant, c'est pas tellement reconnu. Il y a simplement des thérapeutes, médecins ou non médecins, naturopathes, qui pratiquent cette méthode. Mais si vous allez voir un allergologue ou si vous allez voir un gastro-entérologue, la notion d'allergie retardée de type 3 que je simplifie ce soir en parlant d'intolérance alimentaire n'est pas du tout reconnue et on va vous rire au nez. Alors, il y a trois types. Il y a les hypersensibilités alimentaires en général, quand vous buvez du pain, les sulfites, etc., l'intolérance au lactose, etc. Bon. Et puis, il y a les allergies immédiates, c'est-à-dire que si vous mangez une cacahuète, vous allez avoir une allergie brutale et vous allez devoir même développer peut-être un choc anaphylactique. Donc, si vous voulez, l'hypersensibilité alimentaire, nous passerons parce que sur le sujet parce que c'est vague et ça n'apporte rien pour nous sur le plan pratique. L'allergie immédiate, c'est l'allergie qui est reconnue par la médecine, puisque en général, les gens qui sont allergiques de type 1, c'est-à-dire par une piqûre de guêpe, des acariens, etc., ont des réactions très violentes qui nécessitent un traitement d'urgence parce qu'il y a une libération importante d'histamine suite à un contact avec un allergène. Voilà, ça c'est ce qui est classique, très connu. Par contre, ce qui n'est pas connu, et qui est absolument même inconnu des médecins et même des naturopathes. Sans arrêt, je dis, mais bon sang, faites faire un bilan important parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que si vous avez mangé, par exemple, du blé, parce que vous êtes intolérant au blé aujourd'hui, ou des produits laitiers de vache aujourd'hui, vous pouvez avoir les symptômes que 72 heures après. Vous allez avoir une migraine 3 jours après, colon irritable, vous allez avoir des douleurs, vous allez être fatigué, et vous n'allez jamais faire la relation entre l'aliment ingéré ce jour-là et le symptôme a posteriori. Et c'est ça qui est important de connaître, parce que il y a toujours une relation de cause à effet. Malheureusement, si vous allez voir un allergologue et que vous lui dites « Oh, mais je suis intolérant à l'œuf, ou au lait de vache, ou au blé », il va vous dire « Mais non, je fais les tests, je ne trouve pas de tests, de résultats sur ce que vous m'avancez. » Le seul problème, c'est qu'on ne mesure pas les mêmes anticorps. On mesure les IgA, les IgE d'un côté pour les allergologues et nous, on mesure les IgG. Donc, ce n'est pas du tout la même réaction et je ne vais pas rentrer dans la biochimie ce soir parce que vous allez vous y rendre. Et sachez simplement qu'il y a différents types d'allergies. Et ce qui nous intéresse ce soir, c'est ce qu'on appelle l'allergie retardée de type 3 et que j'appelle du nom générique intolérance alimentaire parce que ça sera plus simple pour le commun des mortels à comprendre. Alors, ce qui est fou d'ailleurs, c'est que le fait, tous les jours, vous consommez sans le savoir des aliments, peut-être une fois, ou 2 fois, ou 3 fois, qui vont créer des intolérances alimentaires et qui vont créer des réactions dans votre organisme. Et regardez, il va y avoir toute une cible différente de vos organes respiratoires, endocriniens, etc., qui vont être perturbés par la prise de certains aliments. Et on va faire un petit peu le tour, et vous allez dire, oh, mais c'est peut-être ça pour moi. Le cas respiratoire, on va pas citer tous les symptômes possibles qu'on peut avoir, et je les ai pas tous mis pour la clarté de l'exposé, mais bien souvent, par exemple, quand vous avez quelqu'un qui a de l'asthme, eh bien, pratiquement toujours, il y a des intolérances alimentaires.
il y a de la dysbiose, il y a la candidose, il y a de l'hyperperméabilité intestinale et il y a de l'inflammation. Donc, il y a réaction asthmatique. Et les asthmatiques, par exemple, devraient faire leur test et faire un suivi de façon... Après, il y a d'autres causes, il y a d'autres facteurs possibles, mais dans beaucoup de cas, on trouve des aliments responsables. On continue notre petit tour gastro-intestinal. Alors là, c'est le pompon. Il y a tout, des gens qui ont des constipations, des Crohn, des rectocolites, etc. C'est le gros marché médical. Et là, bien souvent, les pauvres gens, ils restent avec des tas de médicaments et bien souvent, ils n'ont pas le résultat parce que ce n'est pas en prenant des emplâtres, des médicaments antispasmodiques ou des corticoïdes et qui vont traiter leur solution. On verra pourquoi et tout à l'heure. Et puis, dans des cas d'eczéma, alors là c'est typique, ou de dermatite atopique, et là où j'ai eu beaucoup de résultats et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le sujet du psoriasis, parce que le psoriasis, c'est quelque chose qui n'est pas facile à traiter, et je me suis aperçu au cours de mon travail, de ma carrière, qu'il y avait des difficultés pour le psoriasis. Et maintenant, grâce aux intolérances alimentaires en particulier, on a des résultats tout à fait remarquables et bien souvent on verra que le psoriasis est dû à des intolérances alimentaires. Après on continue, nous avons un sujet très intéressant parce que les articulations sont très sensibles aux intolérances alimentaires. Et un cas tout à fait intéressant, et puis d'ailleurs qui est sérieux médicalement, qui s'appelle l'arthrite rhumatoïde, il y a toujours des causes d'intolérance alimentaire. La fibromyalgie, qui est une maladie qui est difficile à traiter en médecine classique, il faut une approche globale, holistique de ce problème, et l'alimentation va jouer un rôle important. Donc vous voyez que chaque fois, dans chaque système, il y a des problèmes qui sont liés à des intolérances alimentaires. Et puis il y a le système nerveux. Il faut savoir que dans les enquêtes qui ont été faites sur les intolérances alimentaires en Allemagne, par exemple, dans 90% des cas, on a pu traiter des dépressions nerveuses grâce au traitement des intolérances alimentaires. C'est les tests IMUPRO en Allemagne qui ont fait des enquêtes absolument remarquables sur ce sujet-là et d'autres d'ailleurs. Mais c'est fou d'ailleurs de dire qu'on peut soigner une dépression en changeant l'alimentation de la personne. Et je vous citerai tout à l'heure pour la migraine, des gens qui ont des migraines depuis 30 ans et qui n'avaient pas du tout pensé que ça pouvait venir d'une cause alimentaire et autre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que l'alimentation, on verra qu'il y a les problèmes intestinaux collatéraux. Et puis il y a les yeux. Alors les yeux secs, les yeux collés, les yeux gonflés, les yeux qui coulent, etc. Eh bien, encore intolérance alimentaire. Le diabète de type 2, la thyroïde. Il y a combien de thyroïde, de syndrome d'Hashimoto, de gens, de plus en plus, je vois des gens qui ont des problèmes de thyroïde et je ne faisais pas du tout la relation avec l'alimentation. Et bien justement, la thyroïde, bien souvent, il y a des rapports avec l'alimentation. Et sur l'obésité, on verra, tout à l'heure je vous citerai un cas qui est récent, qui date de quelques jours, comment une personne a perdu 6 kilos en 15 jours en supprimant les intolérances alimentaires qu'elle avait. Et c'était vraiment incroyable. Il me dit, mais c'est fou, votre truc, j'ai arrêté ça qui était marqué sur l'analyse et avant de venir vous voir, j'avais déjà perdu 10 kilos en 2 semaines, de 6 kilos. Donc, vous voyez, il y a des choses tout à fait incroyables avec cardiovasculaire. On continue. Et alors, ce qui est très intéressant aussi, ce sont les personnes qui ont des problèmes de surcharge pondérale et intéressant aussi les personnes qui ont des problèmes de yo-yo, qui font de la rétention d'eau. Par exemple, vous avez des personnes qui toute leur vie
se lèvent le matin gonflés, ils perdent 2 kilos, ils en reprennent 2 dans 24 heures. C'est typique, cette rétention d'eau et ces phénomènes de yo-yo sont typiques d'un problème d'intolérance alimentaire. Alors, comment ça se passe? Donc, par moment, je vous ai écrit un texte pour que vous puissiez suivre et lire des choses un peu plus précises que la parole. Vous pouvez, pendant ce temps, je bois un peu. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous allez manger certains aliments, eh bien, des parties résidus partiellement digérés vont mobiliser votre système immunitaire. Et on va voir que ces résidus alimentaires, ces particules alimentaires, vont être reconnus comme des corps étrangers dans l'organisme. Et au fur et à mesure, on va créer une irritation et normalement on va voir tout à l'heure que l'intestin est étanche et qu'il ne peut pas passer dans la voie sanguine comme ça. Et donc il va y avoir une hyperperméabilité intestinale et on va créer des réactions immunitaires et comme ceci, il va y avoir des manifestations cliniques, maux de tête, troubles digestifs, insomnie, etc. Donc, le problème, c'est que, mais alors comment ça commence? Eh bien, il faut savoir que il y a la monotonie. Il faut savoir que beaucoup de gens mangent du pain blanc ou même du pain complet à tous les jours. Il y en a qui mangent des œufs tous les jours. Donc la monotonie, il y en a qui mangent du lait, des yaourts tous les jours. Donc il y a une habitude et il peut y avoir une hypersensibilisation à cet aliment. Et puis surtout, de plus en plus, les gens consomment des produits industriels. Ils font plus la cuisine. Donc, les aliments sont associés avec des substances industries chimiques, etc. Contamination, vous avez vu l'autre jour à la télévision, il y a même pas une semaine, qu'il y avait encore du DDT dans des salades. Donc, dans les supermarchés. Alors, quand on parle de la bio, on dit « Oh, mais c'est cher, mais mangez du DDT, vous verrez ce que ça fait. » De l'alcool, il y a le stress qui joue un rôle, les infections intestinales. Il y a, vous verrez tout à l'heure, je vous citerai des cas où la prise d'antibiotiques et corticoïdes a complètement modifié d'une manière spectaculaire l'intestin d'un patient et personne ne s'en est occupé. Alors, on a donné des antibiotiques, des corticoïdes. Puis il y a la prédisposition génétique. Il faut savoir en général que quand des parents ont des intolérances alimentaires, quand ils vont procréer leur enfant, il va y avoir passation quelque part du code génétique de ces intolérances. Donc c'est comme ça qu'on a des familles qui sont hypersensibles au lait de vache, par exemple, et on a toute ta famille qui est intolérante au lait de vache ou au blé, etc. Et puis il y a le statut immunitaire de la personne, puisqu'en fait, plus votre immunité sera forte, plus vous serez capable de lutter contre des intolérances alimentaires ou contre des dysbioses ou contre des candidoses. Alors, pourquoi je demande de faire un test d'intolérance alimentaire? C'est pas un luxe, je ne fais pas dépenser de l'argent pour rien. C'est qu'en fait, une fois dans votre vie, il faut que vous sachiez où sont vos amis et où sont vos ennemis, parce que il y en a qui vont vous dire « Oh, mais moi je fais tel régime, l'autre il fait tel régime, mais je mange tel aliment, oh mais moi tu sais je vais au magasin bio, n'importe tout ce qu'il y a là c'est bon ». Non, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est qu'il faut que vous établissiez, chaque personne dans cette salle a une carte d'identité alimentaire et chacun, comme quand vous prenez les empreintes, a sa façon de réagir face aux aliments, même les plus naturels possibles, même les plus bio possibles, on pourra faire parfaitement. Et à ce moment-là, quand cet aliment va passer dans l'organisme, paf, réaction immunitaire, tac, il va réagir et créer une perturbation. Et c'est là où je me disais, mais bon sang,
Hippocrate, il disait tout simplement, ben, il n'y a pas besoin de médicaments, l'aliment, c'est ton médicament. Mais je commence après une longue carrière, je commence à m'apercevoir qu'il faut commencer par ça. Malheureusement, je dis bien, c'est le plus difficile parce que quand vous avez un patient en consultation pour lui expliquer ça, même en 1 heure et quart, vous n'avez pas le temps de faire ça. Donc, et après, il faut qu'ils suivent. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous raconter ce soir, c'est justement pour vous expliquer tout ça. Voilà. Voilà par exemple une personne qui est venue et donc ce que vous avez dans la colonne ici, vous pouvez manger. Ça, il y en a deux. Donc on teste 232 aliments, donc vous pouvez manger. Par contre, ça, sur la côté gauche, mais j'ai mis comme petit morceau, je ne vais pas tout mettre. Alors vous voyez là, il y a la caséine, il y a le lait de vache, il y a le gluten. Donc ben là, la personne ne peut plus manger ni de produits laitiers, parce qu'il y a la caséine aussi, le lait de vache, le blanc d'œuf, pardon, ah d'accord. Et donc on voit que cette personne-là va être obligée d'arrêter le lait de vache, les œufs, parce qu'il y a aussi le jaune d'œuf. En général, la colonne du milieu, on arrête aussi. Bon, et la suite. Donc, vous avez compris que cette personne pourra quand même manger du lait de chèvre et du lait de brebis. Et puis, je voudrais vous donner une information confidentielle. Si une intolérance au lait de chèvre, au lait de brebis et au lait de vache, depuis que je fais faire des tests depuis très longtemps, il n'y a absolument, je n'ai pas vu à ce jour, je vous dis bien à ce jour, je ne sais pas combien j'ai fait faire d'analyse, mais beaucoup, je n'ai jamais vu d'intolérance à la mozzarella di bufala, c'est-à-dire, c'est pas celle de Galbani, excusez-moi de citer une marque, mais ça n'a rien du tout d'une mozzarella c'est fait avec du lait de vache, tandis que la mozzarella véritable de bufala est fait avec du lait de buffone. Et il n'y a absolument, je n'ai jamais vu d'intolérance au lait de buffone. Donc, pour les gens qui sont hautement avec des problèmes, ça c'est très intéressant. Alors malheureusement là, vous voyez dans cette analyse, il y a le gluten, donc tous les produits, ben, il n'a pas une maladie cœliaque, on verra ça si on a le temps d'expliquer ça, dire mais éventuellement quand on a une intolérance au gluten d'entrée dans la colonne de gauche, je demande toujours à faire des tests sanguins sur la maladie cœliaque, de façon à ce qu'on ne passe pas à côté. Mais en général, l'intolérance au gluten direct n'est pas aussi courante que ça. On continue, on va voir un petit peu, voilà des analyses. Comment ça se passe. Moi, j'ai pris ce laboratoire parce que le prix est compétitif. Chez Immupro, c'est à peu près 500 €. Là, on est à 190 €, 188 par là. En plus, vous verrez que je demande 2 autres analyses très importantes et je vais vous dire pourquoi. C'est pour ça que c'est très important que vous suiviez jusqu'au bout la présentation. Alors, vous voyez cette personne. Voilà, c'est une personne que j'ai vue il n'y a pas très longtemps. Je l'ai vue début septembre. C'est pour ça que je vous l'ai mise ici. Et cette personne est intolérante au lait de vache, au blé, vous voyez dans la colonne de gauche, hein, et à l'orge, au petit pois, blanc d'œuf. Donc tous ces aliments de gauche sont à supprimer au moins pendant 1 an. Je dis bien 1 an. Et derrière, celle du milieu, eh bien, on va aussi interrompre moins longtemps, mais il faudra aussi interrompre ces aliments. Donc, la personne qui a cette analyse en main va supprimer ces aliments de son programme. Il va faire attention quand il achète des plats cuisinés ou qu'elle mange. Il faudra supprimer ces aliments et on aura la possibilité de manger tous les autres. Il y en a énormément en général. Il reste plus de 200 aliments à chacun pour manger. C'est pas de problème. On continue. Alors pourquoi je fais faire cela? Alors vous avez vu que cette personne-là a un problème d'intolérance alimentaire. Et donc si on s'arrête uniquement au bilan d'intolérance alimentaire,
Et puis on dit voilà, on n'a pas besoin de continuer à aller voir un naturopathe. J'arrête les aliments et ça va tout rentrer dans l'autre, c'est parfait. Oui, bien sûr, la personne qui était venue avec des analyses comme ça, il avait des c'est un monsieur qui pesait 130 kilos et qui, en arrêtant les aliments que vous avez vus, avant de venir me voir, a perdu 6 kilos en 15 jours. Donc, si je le revois dans un mois, je pense qu'il aura perdu 16 kilos à peu près. Donc, en mangeant tout à loisir. Mais le problème que nous avons dans bien des cas, et c'est pour ça qu'il ne suffit pas de s'arrêter simplement à faire une analyse d'intolérance alimentaire, il faut faire systématiquement, et ça coûte rien du tout, 36 € les deux analyses, la sérologie des candidats par le sang et l'analyse d'urine où on va chercher l'indoxyde sulfate qui est un test, un marqueur qui va permettre de détecter la dysbiose intestinale. Parce qu'aujourd'hui, les candidoses et les dysbioses intestinales ne sont pas diagnostiquées. Et quand vous avez intolérance alimentaire et si vous avez ou une candidose ou une dysbiose ou les trois associés, vous avez automatiquement une hyperperméabilité intestinale et vous avez automatiquement un état inflammatoire chronique. Ça peut être migraine, ça peut être asthme, ça peut être ce que vous voulez, arthrite rhumatoïde, psoriasis, et il faudra soigner la personne pendant 9 à 12 mois parce qu'on ne change pas un terrain de candidose ou de dysbiose comme ça. Hein. Oh, ben je prends des probiotiques, oh, ben on va aller acheter n'importe quel probiotique les moins chers possibles, mais ça ne marche pas. Et on va voir ce soir, vous allez apprendre quelque chose. On ne parle plus de flore intestinale, on parle de microbiote. Et le microbiote dans le corps humain pèse 2 kilos et il y a 1000 espèces possibles dans l'intestin. Donc vous imaginez, quand le médecin va prescrire un antibiotique avec l'ultralevure, mais c'est une rigolade et c'est une fantaisie et c'est une anomalie thérapeutique, une chose comme ça, qu'il y ait une méconnaissance d'un sujet aussi important que le microbiote intestinal qui est la source de notre immunité. On continue. Donc vous voyez, c'est positif, 3 croix, positif. Donc moi, quand je fais faire les analyses, pratiquement 2 fois sur 3, j'ai ça. Mais bien sûr qu'après, il faut non seulement arrêter les aliments incriminés, mais il faut faire le traitement de fond, du traitement de la dysbiose, du traitement de la candidose et du traitement de la régénération de la muqueuse et de la paroi intestinale. Et croyez-moi, un problème de perméabilité, d'hyperperméabilité intestinale ne se soigne pas en un mois. Hein. Il faut du temps pour la rééquilibrer et la régénérer. On continue parce que c'est important. Donc, alors aussi, souvent on me dit mais qu'est-ce qui provoque les problèmes d'intolérance alimentaire? Eh bien, en fait, on ne sait pas qui a commencé. L'œuf, c'est toujours pareil. En général, il y a un cocktail de tout ça, c'est l'hyperbéabilité ou la dysbiose, la candidose, l'irritation intestinale, tout ça se mixe et donne des composantes qui vont donner des intolérances alimentaires. Pratiquement, tout le monde a des intolérances alimentaires plus ou moins sérieuses, mais tout le monde n'a pas de dysbiose et tout le monde n'a pas de candidose et tout le monde n'a pas d'hyperperméabilité intestinale. Et c'est là l'intérêt de, voyez, avec un outil simple, un simple bilan, on arrive à avoir une base de travail tout à fait intéressante et vraiment personnalisée pour chaque personne. Donc le problème, c'est que, écoutez, normalement, l'intestin, c'est pas fait pour ça. Je vous signale que ça fait 1000 mètres carrés l'intestin hein, de surface utile de contact. C'est par là qu'il va y avoir toute l'assimilation, beaucoup de synthèse de vitamines. On va voir beaucoup de choses par rapport à ça. Mais dès qu'il va y avoir une perturbation, eh bien, vous voyez ici les nutriments et d'autres substances vont passer à travers
et c'est ce qu'on appelle le problème de la perméabilité. Alors je vous ai fait pas mal de schémas, et jusqu'à ce schéma-là, pour vous faire comprendre le sujet important dont personne ne parle, j'ai pas vu un naturopathe en parler, je n'ai pas vu un médecin en parler, c'est le syndrome de la perméabilité, ce qu'on appelle Lucky Gut Syndrome, qui est très connu dans le milieu des thérapies de médecine, certains milieux médicaux américains. Donc, vous avez ici un intestin en bonne santé, là, un intestin en mauvaise santé. Donc, les germes, le stress, les drogues, les toxines, l'alimentation traversent la barrière et vont développer des maladies auto-immunes, des maladies dégénératives. Alors, on cherche des médicaments pour soigner la conséquence de dégradations qui se font au quotidien pendant des années. On tombe malade. J'aime bien ce mot tomber malade parce que c'est les patients qui le disent. Je suis tombé malade, j'étais bien, je suis tombé malade. Et puis, j'ai même vu des cancers chez des gens qui mangeaient bio. Alors on dit, mais il a mangé bio, alors quoi ça sert de manger bio? Vous mangez bio si vous avez une intolérance au blé, ou à l'œuf, à des produits laitiers ou à d'autres aliments, et que vous consommez ça tous les jours, vous ne pouvez pas avoir une bonne santé, hein, même avec l'alimentation bio. Donc ça, c'est important de le savoir. Donc on continue, et en fait, ce qui se passe, c'est que cette agression de cette muqueuse intestinale va être agressée par vos aliments qui ne correspondent pas à ce que vous devrez manger. Il va y avoir les parasites, il peut y avoir les candidats, il peut y avoir les mauvaises bactéries, et ils vont traverser, et cette muqueuse, vous voyez que là, la muqueuse est abîmée, et il va y avoir ce qu'on appelle l'inflammation. Et l'inflammation silencieuse, c'est ce qui va créer toutes les pathologies, je dis bien toutes, et on va continuer parce que ceci est important, et on va créer cette inflammation silencieuse. Et regardez, moi je vous laisse regarder, je ne vais même pas citer les noms, hein. Vous allez dire, mais c'est incroyable, moi je mange des choses naturelles et je peux accéder à des maladies de ce type, même en faisant attention à mon alimentation? Tout simplement oui, je réponds oui. Et là, ce soir, je ne peux pas vous parler de plein de choses, mais dans l'inflammation, par exemple, une simple fait d'avoir un déséquilibre dans son alimentation entre des oméga 6 et des oméga 3, c'est-à-dire consommer plus d'oméga 6, ce qui est le cas dans le monde entier, et pays américains, on peut aller jusqu'à 60 pour 1, alors que le ratio devrait être 1 pour 1 pour 4. En France, il est de 1 pour 40. Donc, on crée une inflammation chronique, et cette inflammation chronique va créer des pathologies que vous voyez sur cette diapositive. Voilà. Et c'est pas moi qui vous le dis. Vous voyez, dans le journal du Time, vous avez il y a eu, je sais pas combien, 3-4 ans, dossier important sur l'inflammation silencieuse, qui est le killer silencieux, et qui provoque plein de désordres au niveau immunitaire et au niveau santé. Alors, je vous donne aussi cette information parce que beaucoup de gens, en ce moment, parlent du cholestérol. Et j'entends, excusez-moi, beaucoup de conneries sur la diététique et la nutrition du cholestérol. En particulier, oh là là, on mange plus de corps gras. Oh là là, il faut pas d'œuf. Mais l'œuf, si vous n'êtes pas intolérant, vous pouvez manger de l'œuf avec du cholestérol. Le problème du cholestérol, et je vous conseille de lire tous les livres, il y en a l'Orgerie, il y en a plein qui sont sortis, sont en particulier, l'approche c'est l'excès de sucre et le problème de l'inflammation chronique. Qui sait qu'il y a des gens qui ont des problèmes de connexion? Tout va bien, tout le monde m'entend, j'espère. Dites, quelqu'un dise oui, c'est bon, il n'y a pas de problème, non? Bon, c'est ok, c'est bon. Donc, par exemple, des taux de glycémie élevés, des diabètes, des hypertensions artérielles, tout ça c'est la conséquence d'une inflammation silencieuse. Donc,
Il n'y a pas. Vous pouvez faire des diètes, vous pouvez faire des jeûnes, vous pouvez vous faire des cures de détox, tout ça, mais vous n'êtes pas sans arrêt dans un processus de détox ou une thérapie. Il va falloir que vous choisissiez une alimentation au quotidien, qui ne sera pas un régime, mais qui sera une alimentation adaptée à vous, et pas à votre voisin, pas à votre femme, pas à votre fils, pas à votre fille, votre alimentation. Et vous essaierez de suivre ce programme, et bien souvent, il y a des améliorations spectaculaires des personnes. Alors, voyez, ça j'ai mis aussi cette diapo pour vous montrer que aux États-Unis, l'inflammation chronique due à ces réactions immunitaires, dues à des problèmes alimentaires que je venais de citer avant, entraîne toutes les pathologies possibles. Et vous voyez que c'est pas moi qui ai inventé le mot cancer. Et regardez, cancer, troubles mentaux, on va le voir tout à l'heure. Vous savez que l'intestin, c'est un deuxième cerveau. Hein, et on oublie trop souvent, dans la dépression nerveuse, on va donner des pilules pour le cerveau pour voir des éléphants roses, mais on ne soignera en général pas l'intestin. Et on devrait commencer par là. Et des troubles neurologiques, des problèmes inflammatoires, rhumatisme, bon, j'en passe et des meilleurs. Le sujet est vaste. Donc, alors, Amir, voilà, ben ça y est, j'ai fait mon analyse. Ben voilà, je suis atteint d'un problème de perméabilité intestinale. Qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, vous avez des outils et vous avez maintenant de quoi travailler sur vous. Hein, et vous allez, comment savoir si j'ai des intolérances alimentaires? Ben, vous en avez vu un aperçu tout à l'heure en faisant l'analyse. Comment les aliments bio peuvent être néfastes à ma santé? Ben, si vous êtes intolérant au blé, même bio, ou au lait, vous ne pourrez pas avoir une bonne santé. Et pourquoi j'ai supprimé les aliments et je ne vais pas mieux? À votre avis, pourquoi? Ben, tout simplement, c'est que la personne, elle est allée faire son analyse, elle est venue voir Monsieur Serre. Ah ben voilà mon analyse, Monsieur Serre, voilà. Ah ben voyez, il faut plus que je mange de blé, ben allez, voilà. Et puis elle est repartie. Et qu'est-ce qu'elle a oublié? Elle a oublié de traiter sa dysbiose, de sa candidose et son hyperperméabilité intestinale. Bon, nul n'est nécessaire de se voir tous les mois, mais il y a un suivi à faire tous les deux mois pour arriver au final d'un an pour voir les résultats et conforter l'organisme de façon à ce que les troubles, on ne guérit pas une arthrite rhumatoïde comme ça, une psoriasis comme ça, des migraines comme ça, il y a des rechutes, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. Et l'intestin en général, il faut se battre pour justement essayer de le réparer et d'éradiquer ces candidoses et ces mauvaises bactéries dans l'intestin, dans la dysbiose. On va le voir d'ailleurs. Alors, pourquoi je fais faire un bilan d'intolérance alimentaire? Ben justement, je fais faire un bilan sur 232 aliments. Je fais faire le test de dysbiose intestinale qui est un test urinaire qui s'appelle l'indoxyl sulfate où on mesure dans des urines, un petit flacon d'urine, on mesure les déchets provoqués par les mauvaises bactéries. Le test de candidose est un test sanguin. Et après les résultats, eh bien, il faut traiter supprimer les aliments qui ont provoqué les intolérances alimentaires et il faut le traitement éventuel, si le résultat est positif, de la dysbiose, de la candidose et de l'hyperperméabilité intestinale. Donc il faut compter à peu près 9 mois à 1 an pour traiter le problème général. Pourquoi? Parce que le plus dur, ce n'est pas de se séparer des aliments, c'est de remettre en place l'intestin et éradiquer ces candidoses, parce que un jour je vous en ferai une conférence spécialement sur la candidose et vous verrez la complexité et que le candida est un champignon vraiment sournois qui va vivre dans l'intestin mais qui passe dans le sang et qui est très difficile de s'en débarrasser si on ne prend pas une thérapie adaptée à cela. Et la dysbiose, on va voir aussi ça aussi dans la suite de l'exposition, de l'exposé. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous apprendre un nouveau mot. Vous allez apprendre qu'on ne parle plus de flore intestinale. On parle de microbiote.
Et le microbiote, c'est l'ensemble des bactéries, des levures, des champignons, des virus, tout ce qu'il y a dans l'intestin qu'on appelait la flore intestinale, constitue maintenant un organe qui pèse entre 500 grammes et 2 kilos et qui est composé de 100 000 milliards de cellules, soit au moins 2 à 3 fois le corps humain en général. Vous imaginez qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que cette flore intestinale qui s'appelle le microbiote était comme un organe, et ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et on sort de la banalité de l'ultralevure, de quelques probiotiques ou autre. Il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout comprendre ce qui se passe dans votre intestin. Parce que là, c'est un véritable laboratoire et c'est votre source de vie ou votre source de maladie ou votre source de santé qui se trouve là. Et c'est pour ça que c'est le centre. Maintenant, je m'accorde ce sujet-là parce que c'est très important de prendre en compte ces paramètres. Alors, en fait, quand vous allez vos selles, c'est pratiquement, quand vous avez des selles, c'est 50% de bactéries et de flore qui vont avec vos aliments dans vos selles aux toilettes. Et 70% de vos cellules immunitaires se trouvent dans votre intestin. Vous imaginez que si vous avez un intestin parasité par du candida ou par des mauvaises bactéries, ben, vous tombez malade automatiquement. Donc, voilà une définition de la dysbiose. Alors, j'ai laissé le terme comme ça parce que ils associent dysbiose et le médecin met ou hyperperméabilité intestinale. Ça veut dire que quand vous avez une dysbiose, vous avez automatiquement une hyperperméabilité intestinale. Ben, c'est que l'intestin est endommagé et qu'il va y avoir une malabsorption des nutriments. Puis il faut savoir aussi que dans votre intestin, il y a aussi la possibilité de synthétiser des vitamines. Il faut savoir que c'est un laboratoire qui va aussi digérer les aliments aussi, et il va y avoir des bactéries, il va y avoir des micro-organismes pathogènes et qui vont agresser cette muqueuse intestinale. Et alors, quand votre intestin est agressé, il n'a plus aucune défense et il devient surchargé en composés pathogènes, donc toutes les possibilités de maladies sont là. Et il faut savoir que l'immunité est en relation avec l'intestin. Donc, je vous ai mis cette diapo pour vous faire comprendre que là, ici et ici, ça va ensemble. Et on va le voir dans les prochaines diapos. Avant, j'aime bien cette définition de la dysbiose intestinale par le docteur Georges Mouton qui a écrit un livre, là devant moi, il fait plus de 480 pages sur l'intestin, et il dit que il y a des dysbioses et des bactéries qui sont là normalement pour les hydrates de carbone, il va y avoir un problème de fermentation intestinale, et puis il y a l'autre pour les protéines qui est un problème de putréfaction, et il va y avoir, s'il y a un équilibre entre la flore de fermentation et de putréfaction, ça va, mais si l'une domine l'autre, il y aura automatiquement une dysbiose. Donc vous voyez que selon l'excès alimentaire que vous allez avoir, vous allez avoir une dysbiose intestinale ou une flore intestinale qui sera totalement différente de la normale. Et il faut savoir là aussi que votre microbiote intestinal, on va reparler du mot flore intestinale, est absolument différente pour chacun d'entre nous. Et nous naissons avec un microbiote qui nous est donné par nos parents, et nous devons le gérer toute notre vie. Malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que la prise d'antibiotiques, de corticoïdes, de stress, de médicaments, d'aliments qui ne sont pas bons, etc.,
de pesticides, etc., vont entraîner une modification de ce microbiote. Alors, je vais vous citer ce cas qui date d'un mois. Je ne sais pas s'il est sur la salle, normalement il devait s'inscrire. C'est un monsieur fort sympathique. Il a un peu plus de 80 ans et il est venu me voir. Bon, il avait eu une opération cardiaque auparavant, il est suivi par une foule de médecins et il est venu se faire un bilan et je vous ai marqué ici ces intolérances alimentaires, le blé, l'œuf, la cerise, la moutarde, la graine de lin, l'amande, le pistache, le lait de brebis, le levure de bière, orge, rien d'extraordinaire. Bon, déjà le blé et l'œuf, c'est déjà pas mal. Mais vous voyez une chose dans cette analyse, il n'y a pas d'intolérance au lait de vache. Pourtant, il y en a souvent. Et ce patient est sous Imodium tous les jours parce qu'il ne peut pas sortir, autrement il aurait de la diarrhée, la mal au ventre, etc., etc. Il n'en peut plus, il craque, il est fatigué nerveusement et un peu déprimé. Et regardez une chose, le test de candidose est positif et le test de dysbiose, il a battu des records. Je n'avais jamais vu 4 croix dans ma carrière, il y en a quelques-uns. Il a 4 croix en dysbiose, ce qui veut dire qu'il a une flore intestinale, un microbiote complètement désorganisé. Et tout simplement, il me dit on m'a inondé de rovamicine et d'extensiline en début d'année. Et j'ai eu des infiltrations de cortisone pour le mal de l'épaule, puis une autre pour la hanche, je sais pas, le bas du dos, voilà. J'ai dit, mon ami, vous êtes gratiné là. Et entre-temps, il était allé voir son médecin traitant, son généraliste qu'il connaît depuis fort longtemps, tout content de lui apporter une information. Docteur, voilà, j'ai fait faire une analyse chez un naturopathe, là, avec un naturopathe, j'ai dit candidat. Il lui a répondu, c'est très bien, mais il est reparti, il n'avait même pas donné de traitement. Donc, ce patient, on a un gros travail chez lui, puisqu'il a automatiquement, il a une hyperperméabilité intestinale, il a des intolérances, il a la candidose, il a la dysbiose, vous voyez, et il est soigné de tout un tas de choses, il prend je ne sais plus combien, 14 comprimés par jour de médicaments. En plus, le pauvre est obligé de se prendre des médicaments pour pas avoir la diarrhée et le mal au ventre, alors qu'il pourrait être tranquille. Donc, tout notre travail qu'on va faire maintenant avec ce patient, c'est d'éradiquer la dysbiose et d'éradiquer la candidose, de rétablir son terrain et qui respecte son alimentation pour favoriser la cicatrisation et la rééquilibration de son intestin. Il faudra en plus faire un traitement spécifique à la glutamine après pour traiter la perméabilité intestinale. Donc vous voyez, un patient vient parce qu'il veut faire un petit bilan ou autre, il repart avec une véritable révélation que personne ne lui avait jamais dit. Donc ça c'est des cas, mais c'est courant. Je veux dire, ça peut être un monsieur de 80 ans ou un enfant, vous verrez, voilà, avant de voir d'autres cas, on va regarder la dysbiose. Donc, dysbiose, pour bien vous faire comprendre, je reviens toujours sur des petits thèmes comme ça, c'est qu'en fait, il y a en surnombre des bactéries qui ne sont pas bonnes, pathogènes ou déséquilibrées, et à ce moment-là, l'organisme n'arrive plus à gérer dans l'organisme, il y a tout tas d'actions qui doivent être faites dans la digestion, dans la fermentation, dans la flore intestinale. C'est très complexe, l'immunité aussi. Donc, ce travail ne se fait plus et il va générer des pathologies. Alors là, je vous ai montré, c'est une diapo qui n'est pas terrible sur la qualité photographique, mais qui est très intéressante. Voici l'intestin normalement qui est en bonne santé, normalement. Si il y a des toxines, eh bien, on va traverser le courant sanguin, on va développer des pathologies. Si vous avez une alimentation qui ne correspond pas
à votre intestin, vous allez avoir des problèmes de perméabilité, vous allez avoir des problèmes immunitaires, des problèmes d'infection, par exemple là ce sont des candidoses, et vous allez avoir bien sûr des réactions inflammatoires dans tout l'organisme, et après on vous dira ben j'ai telle ou telle maladie, et on ne fera jamais la relation entre la maladie et l'intestin. Voilà la dysbiose. Comment se crée une dysbiose? Vous avez vu le cas clinique tout à l'heure du patient. Je ne vous ai mis que quelques cas, je vous ai pas mis tous les médicaments. Mon but n'était pas de faire peur avec les médicaments, mais j'aurais dû ajouter les corticoïdes en particulier. Donc vous voyez tout ce qui permet de développer les dysbioses. Alors vous voyez tous les gens qui sont traités, qui ont eu cancer par des problèmes d'abord d'immunité en provenance de leur intestin, eh bien avec les traitements médicaux, ils retournent en dysbiose, et voilà pourquoi on a aussi des problèmes de rechute dans beaucoup de maladies dégénératives. Voilà. Alors ça, je vous ai montré aussi, c'est une autre façon un peu plus ludique de comprendre ce que c'est qu'une dysbiose et comment on peut l'avoir. Donc, vous voyez les médicaments, donc corticoïdes, antibiotiques, le stress, les édulcorants, l'excès de sucre, tous les additifs alimentaires, polluants et toxiques, les infections bactériennes. Et puis, il y a aussi le sport intensif. Les sportifs de haut niveau ont tous des problèmes d'hyperperméabilité parce que il y a un phénomène de stress, il y a un phénomène de dopage aussi, mais l'hyperactivité sportive entraîne des perturbations. Sur l'alcool, là c'est une bouteille de vin, mais bon, un bon verre rouge de temps en temps, un petit peu tous les jours ne fait pas de mal, mais l'alcool, les alcools forts, là, et puis boire trop d'alcool va agresser votre intestin, mais en particulier d'abord le foie. Hein. Voilà, donc ça c'est pour vous résumer un petit peu, normalement, dans ce cas, la membrane est étanche et les nutriments passent à travers, une fois qu'ils ont été mis en micronutriments, vitamines, minéraux, etc., acides passent la barrière. Quand votre intestin est perturbé, eh bien, il n'y a pas que les micronutriments, il y a des tas de choses, de toxiques, de toxines, de microbes et tout ça qui traversent, et là, la pathologie va s'installer. Donc, c'est le cercle vicieux de la dysbiose. Et ce cercle vicieux, eh bien, s'il n'est pas traité, va générer des pathologies. Donc, ce qui est important, c'est que il faut détecter les candidats, les candidoses, parce que vous allez voir que ces champignons ont des similitudes, des intolérances alimentaires. On peut avoir des maux de tête, des migraines. Si vous n'avez pas de candidose, vous pouvez simplement avoir des migraines dues à vos intolérances alimentaires. Mais vous imaginez quand il y a aussi la candidose, et la candidose va donner des migraines et va donner des perturbations et des pathologies. Donc vous voyez qu'il y a télescopage et complexité des phénomènes qui se mélangent, intolérance, candidose, dysbiose et hyperperméabilité. C'est pour ça que c'est un petit peu comme ça complexe, mais j'ai préféré vous montrer tout ça en même temps. Alors, un autre cas que j'ai vu le mois dernier à Paris, et c'est un jeune fort sympathique. Bon, il avait un problème d'acné à 21 ans, des problèmes psycho-émotionnels, on n'ira pas plus loin, mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, vous voyez automatiquement que ce jeune homme, ayant des problèmes psycho-émotionnels sérieux, est intolérant au blé, au blanc d'œuf, à tous les laits. Vous avez vu un petit peu, lait de vache, lait de veau, caséine, etc. Alors lui, il a la totale des produits laitiers, l'avoine et petits pois, noix de cajou. C'est tout. Mais par contre, vous avez vu, candidose et dysbiose. Alors là aussi, c'est très intéressant parce que comme je fais faire les analyses avant de venir en consultation, les gens les prennent. Le temps qu'ils prennent son rendez-vous, en 15 jours, son acné à 21 ans, c'est marqué, avait pratiquement disparu. Il avait régressé de 80% simplement en enlevant les aliments. Donc là maintenant, il faut continuer cela. Il faut continuer à prendre
un traitement pour la candidose et la dysbiose et suivre ce patient sérieusement de façon à ce qu'on arrive à... je refais faire le test d'intolérance alimentaire, je ne le refais pas faire parce que c'est pas la peine de refaire faire un test alimentaire. Par contre, le test de candidose, comme il coûte 18 € et le même dysbiose, je le fais refaire au bout d'un certain temps, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, de façon à voir si il est toujours positif, si avec le traitement naturel, bien sûr, il a régressé, et cela permet de vérifier l'efficacité du traitement. Alors, je montre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont consommateurs d'aloe vera, ce n'est pas une critique pour l'aloe vera. Attention, l'aloe vera fait partie de mes outils de thérapie. Mais il ne faut pas non plus en faire une panacée universelle. Parce que moi, vous voyez, il consomme de l'aloe vera, ce monsieur, et la dysbiose est là, et la candidose est là. Hein, on peut consommer des probiotiques de telle ou telle marque, et la dysbiose est là. Donc, l'aloe vera fait partie d'un processus de bien-être, et je donnerai un petit topo à la fin là-dessus, mais dans la thérapie, quand on a une thérapie comme ça, on est obligé d'éradiquer et passer à des produits hyper techniques, parce qu'il faut absolument éradiquer la candidose, éradiquer la dysbiose. Certes, l'aloe vera, dans ce cas-là, il faut le maintenir à 60 à 90 millilitres par jour, parce que ça apporte une cicatrisation, une amélioration, mais il ne va pas tuer le candida et il ne va pas refaire la flore. Donc ça aussi, c'est des choses aussi qu'il faut prendre en compte. Il faut vraiment, pour chaque cas, arriver à traiter, individualiser le traitement. Alors, pourquoi il faut traiter absolument le candida? Parce que il va créer, il va attaquer la perméabilité de l'intestin et il va encore aggraver des intolérances. Donc des gens qui ont des intolérances qui ne sont pas traitées vont encore augmenter tôt ou tard de nouvelles intolérances. Donc automatiquement leur cas va s'aggraver, si je veux dire. Et le candida sécrète plus de 35 toxines. Docteur Besson de Suisse, quand j'avais lu son livre, il disait 70, mais bon, au moins 35 déjà. Il a une action sur le dysfonctionnement cérébral, le fonctionnement cérébral, le système immunitaire et les fonctions hormonales. Donc vous imaginez bien que quand vous avez des intolérances alimentaires, candidose, dysbiose et hyperperméabilité intestinale, vous allez développer des pathologies. Alors, je pouvais pas m'empêcher de vous parler de ça. Regardez, aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des déficits d'attention, des autismes, l'hyperactivité, des troubles de la dysphasie, des dyslexies, des allergies, des troubles de dépression. Et voilà. Et est-ce que pour ces personnes-là, on a fait ce nom-là qui est pourtant simple, il n'a pas besoin de faire des recherches incroyables. Bon, bien sûr que ce n'est pas la cause unique, mais ça, c'est une cause importante qui permet d'améliorer vos patients là-dessus. Je vous citerai simplement le livre de Natasha Campbell, qui a écrit le syndrome entéropsychologique, c'est un gros livre de 400 pages, l'intestin, le deuxième cerveau. Je vous conseille de lire ce livre parce qu'il va vous apporter l'hérésie que va entraîner en particulier le blé, le gluten et les produits laitiers, en particulier caséine et produits de vache, qui vont entraîner des perturbations sérieuses au niveau du cerveau. Alors vous voyez, hyperactivité, schizophrénie, dépression. C'est pas moi qui vous le dis, c'est des études scientifiques de longue haleine qui ont confirmé cela. Donc là, je reviens à l'aloe vera. Pourquoi? Parce que l'aloe vera, c'est tout le monde. Les gens qui le prenaient comme une hygiène de vie ont moins d'intolérance que les autres. Par contre, quand vous avez une intolérance et une dysbiose sévère, vous pouvez continuer l'aloe vera, mais ne comptez pas que ça va éradiquer, ça va aider. Il faut absolument rééquilibrer le microbiote intestinal, rééquilibrer, détruire
détruire, je dis bien détruire la candidose chronique l'aloe vera va permettre de la régénération de l'intestin. Mais il faut traiter la cause. Si vous avez l'intolérance, si vous avez la dysbiose et si vous avez la candidose, l'aloe vera ne pourra pas faire le travail tout seul. Donc il faut une base, c'est une base nutritionnelle et c'est vrai que de tous les aloe vera, j'aime bien l'aloe vera de Forever Living, ça fait plus de 35 ans qu'il existe. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, il n'y a pas de conservateur, il n'est pas pasteurisé et c'est une qualité irréprochable. Je sais que vous êtes nombreux parmi vous ce soir qui consommez l'aloe vera, donc attention, ce n'est pas parce que vous prenez l'aloe vera que vous êtes protégé à 100%, vous avez vu le cas. Par contre, l'aloe vera fait partie de la nutracéutique, c'est-à-dire de la nutrition de santé, et c'est un assistant au quotidien qui vous permet de régénérer, de faire plein de choses. On parlera de notre jour, et je pense qu'il y a les gens de Forever qui sont capables de vous parler plus longtemps que moi, et on peut pas dans une conférence vous parler de tout ça dans une même soirée. Alors, il y a aussi une règle qui est importante quand on travaille sur les intolérances alimentaires, ce qui s'appelle, vous allez le noter, la règle des 3 R. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que on doit faire, premièrement, même quand vous n'avez pas de pathologie, de candidose, de tout ça, éviter de consommer les aliments 2-3 fois par jour, tous les jours. Il faut une variété dans votre alimentation. Et ça, c'est très important. Et lorsqu'on aura des intolérances alimentaires, quand vous allez réintroduire l'aliment, il faudra surtout pas consommer l'aliment tous les jours. Il faudra que cet aliment soit réintroduit et consommé une fois tous les 4 jours maximum. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez vu en début d'exposé que la manifestation des allergies de type 3 qu'on appelle retardées ou intolérance alimentaire peuvent mettre jusqu'à 72 heures pour se manifester. Donc, il faut attendre 4 jours, donc un jour de plus, pour reprendre l'aliment. Donc, il y a premièrement le retrait, tout ce que vous avez vu sur la colonne de gauche dans votre analyse, c'est un retrait de 12 mois. Après, vous avez ce qui est dans la colonne du milieu. Certes, selon le chiffre qu'il y a à côté, il peut être supprimé, retiré de 2, 3 mois, 4 mois, 6 mois, selon la sensibilité et la pathologie du patient. Et puis, il y a ce que je vous disais, la réintroduction. Et dès qu'on a passé une période de 9 mois, 1 an, on va introduire, mais très peu, de façon pour voir si la tolérance est faite. Mais bien souvent, j'ai remarqué qu'en particulier pour le blé et le lait de vache, souvent il y a des rechutes. Donc en général, les autres aliments ne posent pas de problème, mais lait de vache et gluten, parfois ceux qui ont eu le gluten et le blé posent des problèmes en réintroduction et des fois il y a des retours aux symptômes. Mais bon, les aliments sont fort nombreux, et la diversité est exceptionnelle dans l'alimentation, et c'est vrai que quand les gens ont des intolérances, ils ont un certain blocage, ils vous disent « Oh mon Dieu, oh, j'ai plus rien pour manger, je suis perdu là ». C'est vrai qu'il y a une petite adaptation, parce que pour moi, sans lait, sans blé, sans œufs, etc. Après, pour faire la cuisine sans œufs, eh ben, c'est pas toujours évident. Mais bon, on y arrive, il y a des alternatives, et ça sera l'objet de notre conférence. Voilà, donc... pour ceux qui sont à Paris, ils peuvent me recevoir à Paris, il n'y a pas de problème, mais surtout ce que j'aimerais savoir, si vous avez des questions, et si c'est vrai que je vous ai fait un petit peu à la cavalerie, il y a eu des termes un peu techniques, ce que j'aimerais, c'est que vous posiez vos questions, et je suis content d'être arrivé à vous parler dans un temps limité d'1 heure. Voilà, à vous, je vous écoute. Plutôt, je vous écrivais sur le chat.
Hein, je lis vos messages. Des questions? Voilà. Ça m'intéresserait de savoir, d'avoir un peu votre feedback de ce que je vous ai dit ce soir, parce que c'est important, parce que vous voyez que les problèmes de flore, de dysbiose, de candidose, parce que les candidoses elles sont pas traitées, c'est un gros problème dans beaucoup de pathologies. Donc il faut savoir que ce qui est important, c'est que vous avez vu qu'on n'a pas besoin de faire 7 ans de naturopathie, et j'aimerais que les naturopathes, je pense, si vous connaissez des thérapeutes, qui fassent regarder tous les livres, QPR, machin, on écrit des tas de livres sans les sans gluten. Bon, on va prendre par exemple, pourquoi je suis tombé malade? Pourquoi j'ai attrapé un diabète? Bon, il y a un facteur génétique à l'époque. Mais j'étais très kousminien. J'ai connu tous ces gens-là. J'ai pratiqué la méthode Kousmine. Alors, puisque vous n'avez pas posé de questions, je vais vous citer un cas. Je pense que vous connaissez tous le docteur Kousmine, un médecin qui a fait toute sa carrière sur l'alimentation, qui a guéri des tas de pathologies lourdes, comme le docteur Seignalé. Et que les gens ont entendu parler du petit déjeuner Budwig, de la bouillie Budwig. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que cette préparation s'était fait avec du lait, avec des graines de lin broyées, il y avait des tas de choses, et des amandes broyées, de la purée d'amandes. Et moi, je suis intolérant aux amandes, je suis intolérant aux graines de lin et à tout ça, et ça m'a rendu malade. Donc, les intolérances, il faut surtout, pourquoi on fait faire cette analyse une fois dans sa vie? Déjà, si vous le faites qu'une fois dans sa vie, c'est déjà bien. Ça vous permet de savoir la direction que vous allez prendre. Ça va vous coûter 188 aujourd'hui. C'est l'analyse la moins chère que j'ai trouvée pour 232 aliments. Après, il faut toujours demander l'analyse de candidose et l'endoxyde sulfate. Donc, grosso modo, ça vous fait 220 €. Mais l'avantage, c'est qu'à la sortie, vous allez avoir une masse d'informations. Bon, après, il faut trouver les éléments de traitement. Je traite des candidoses avec... en fait, Catherine, il n'y a pas de problème. Vous dites, vous demandez vous demandez au laboratoire Zamaria de vous envoyer. Si vous êtes à Paris, vous allez dans le 16e au laboratoire. Vous dites, c'est Monsieur Serre, moi je ne touche pas d'honoraires, rien du tout. J'ai même payé mes analyses pour moi. Hein. Donc, vous dites, je viens de la part de Monsieur Serre, il me faut le test des 230 des aliments, et il me faut le candidat et le test de la dysbiose, et vous n'avez pas besoin d'ordonnance, n'importe comment vous l'avez. Et après, soit je vous suis par internet, par Skype, soit on se voit en cabinet à Paris ou en province. Il n'y a pas de problème. Mais vous verrez, toutes les personnes qui ont fait leur analyse, ça change quelque chose dans sa vie, ça change. Vous êtes intolérant au blé et que vous avez arrêté le blé parce que vous faites une cure de détox au riz, vous allez dire, oh ben ça va mieux, ben, c'est le riz qui m'a sauvé. Bon, si vous avez arrêté le lait parce que vous savez même pas que vous étiez intolérant parce qu'on vous a dit sans lait, sans gluten, vous avez, oh mon Dieu, c'est le miracle, etc. Mais moi j'ai d'autres personnes qui avaient des intolérances aux petits pois et à la pomme de terre, qui n'arrivaient pas à dégonfler et qui avaient de la rétention d'eau depuis 30 ans, et qui avaient d'autres intolérances bien sûr, et à travers ça, ces personnes ont changé, ont perdu du poids. Donc si vous voulez, quand on ne respecte pas tellement eh bien, en général, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment être très sérieux avec ces intolérances pour avoir des résultats, et surtout, je vous le répète, chasser les candidats, parce que la médecine ne soigne pas les candidoses.
Et il faut penser que quand vous avez une candidose chronique, vous êtes parasité, vous êtes comme un arbre avec des parasites, vous pouvez pas avoir une bonne santé, vous allez avoir des malaises, des troubles encore aussi sérieux qu'avec les intolérances, donc ça se cumule. Et quand par-dessus on a une dysbiose, ben vous voyez les résultats. Que j'ai pas voulu vous noircir le tableau, mais en traitant ces choses-là, vous allez pouvoir améliorer grandement votre santé. Puis je suis à votre disposition. Et on continuera à faire des webinaires. Voilà, il faudra revenir sur les candidoses chroniques parce que vous avez vu que même quand les patients vont voir le médecin et qu'ils apportent leur analyse, bien on les prend pas au sérieux. Donc voilà, je vous souhaite à tous, puisqu'il n'y a pas de questions, comment chasser les candidats? Eh ben Magali. Alors, j'ai 3 ou 4 protocoles différents et c'est selon mon intuition. N'importe comment, il y a toujours dans mes traitements un traitement avec des huiles essentielles en capsule, avec de l'origan, avec il y a du thym, il peut y avoir des complexes d'huile essentielle parce que c'est très important. Et puis il y a de l'acide caprylique, il peut y avoir du lapacho, et il y a des substances qui agissent sur les candidats, différents programmes complexes. Et en même temps, on va traiter aussi la dysbiose. Alors attention, on va donner des types très spécifiques de probiotiques. Si vous voulez, c'est un petit peu technique, mais j'aimerais un jour vous faire un petit topo sur les probiotiques parce que c'est méconnu et on pense à ultralevure, les bifidus, acidophilus, mais il y a énormément si vous voulez, de lactique. Quelqu'un a posé une question? Par rapport aux compléments alimentaires, vous devez savoir quels sont les plus profitables que ce soit. Ah ben, Thierry, le problème des compléments alimentaires, c'est qu'en fait, il faut déjà que les gens suivent leur programme d'éviction. Deuxièmement, il faut absolument trouver la solution idéale pour que la personne élimine ses candidoses. Donc, j'ai un panel de différents produits. Il faut refaire la flore intestinale, le microbiote, et il faut pas tout de suite parce que ça fait pas mal de choses à prendre. Au bout de 3 mois, 4 mois de traitement, ou 5 mois, on va commencer à traiter, par exemple, l'acide glutamique, on va la donner pour régénérer la perméabilité intestinale. On va donner des produits à base de cellules souches, les cellules souches adultes. Il y a tout un programme, mais l'aromathérapie est une base essentielle. Le lapacho aussi, que vous connaissez. Alors, Magali, vous consommez l'aloe et probiotique et ail de thym forever. Je suis pas contre. On est dans des compléments nutritionnels. Ce qui est intéressant, Magali, c'est de savoir si on a des problèmes. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Oui, non. C'est vrai que bon, bien sûr, vous devez être chez Aloe Forever Living, c'est très bien, de très bons produits. Vous faites faire votre test d'intolérance alimentaire. Vous allez enlever vos aliments qui sont positifs dans votre liste de gauche de votre analyse, et vous allez voir si ce que vous prenez, l'aloe, les probiotiques, l'ail et le thym de Forever, vous a permis de ne pas avoir de candidose, vous a permis de ne pas avoir de dysbiose. Si oui, c'est parfait. Sinon, ça prouvera que ça aura été insuffisant pour traiter votre cas. Et auquel cas, il faudra utiliser, vous continuerez l'aloe vera, mais il faudra changer de probiotique et changer de produits. Vous voyez ce que je veux dire? L'aloe, il faut le garder en base. C'est une base très intéressante. Par contre, le probiotique, ça ne veut rien dire. C'est comme vous me dites, je bois de l'eau ou du vin. C'est quelle eau, quel truc. Donc, le probiotique, c'est pour ça que les souches, c'est là où on devient très technique. Maintenant, je travaille énormément sur les probiotiques parce que selon la nature des probiotiques,
vous allez aggraver ou faire des réactions inverses. Parce que justement, il faut rééquilibrer, il faut refaire basculer, il faut savoir si il y a un problème de putréfaction, de fermentation, et quand il y a les candidoses, il y a des probiotiques très spécifiques. Donc, si vous voulez, le programme que vous avez intellectuellement est parfait. Il faut voir maintenant dans les faits. Si vous avez des pathologies, faites faire votre analyse. Si vous voulez pas faire les intolérances parce que vous n'avez pas de problème particulier, faites faire la dysbiose et la candidose. Vous en avez pour 36 €, moins de 40 €, et vous allez voir si vos probiotiques sont bons, marchent bien pour vous, et si l'ail et le thym fonctionnent bien pour vous. Donc, si vous voulez, c'est toujours, il n'y a pas de traitement général. C'est pour ça qu'on a différents, j'ai 3, 4, 5, 6 traitements différents pour la candidose, parce que je vais donner tel programme à quelqu'un, il va pas marcher. Je suis obligé de changer. Et je change la modulation et ça va marcher. Donc, si vous voulez, c'est très intéressant, et il faut voir aussi que il y a des relations psycho-émotionnelles importantes avec ces problèmes d'intolérance alimentaire, ces problèmes de dysbiose, ces problèmes de candidose. Il y a souvent les gens ont des problèmes de dépression, de problèmes d'insomnie, problèmes nerveux, mal-être, ils sont pas bien dans la vie, etc. Et ils sont fatigués, le syndrome de fatigue chronique. J'ai fait tous les tests MAG de magnésium et tests de magnésium en général. Je comprends pas, Nathalie. Vous mettez magnésium, les tests de MAG. Donc, si vous dites magnésium, en général, je prescris pas de texte de magnésium parce qu'en général, on ne peut pas analyser le magnésium dans votre corps parce que il se trouve pas dans vos cellules, il se trouve pas dans le sang, donc on trouve que 2 ou 3% du magnésium circulant. Donc d'accord, voilà. Ok. Donc vous voyez que le sujet est important et que il faut, en fait, quand on veut soigner quelqu'un, il faut se mettre à table avec la personne qui vient et regarder ensemble les possibilités du changement. Alors, je vais vous dire une chose. Les choses les plus difficiles à changer chez les patients dans ma carrière, ça a été l'alimentation. Et Dieu sait si on perd du temps en consultation en parlant d'alimentation. Parce que tout le monde a raison et tout le monde a tort. Et justement, il a fallu que j'arrive à mon âge pour découvrir pourquoi tout le monde a raison et tout le monde a tort, parce que chacun a sa vérité et chacun a ses possibilités métaboliques par rapport aux aliments. Voilà, eh bien je vous souhaite une bonne soirée, vous avez été très sympa et de rester jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour une prochaine conférence. Allez, bonne soirée, ne vous inquiétez pas, on arrivera à tous vous traiter sans problème. Merci, au revoir, bonne soirée.